bienvenue à toutes et à tous pour cette seconde colin. Donc, Florian Charvolin est sociologue de formation. Il est directeur de recherche au CNRS et il travaille au laboratoire, au Centre Max Weber de Lyon-Saint-Étienne, donc un laboratoire de sociologie généraliste qui est situé sur 4 sites. Et les travaux de Florian Charvolin s'inscrivent dans la mise en évidence des travaux réalisés par les amateurs de sciences ou les amateurs naturalistes, notamment dans le domaine de la biodiversité, mais plus généralement du rôle que jouent les non-experts, enfin soi-disant non-experts ou non-spécialistes dans la recherche en écologie, et comment ces savoirs développés sur le terrain par les citoyennes et les citoyens viennent se coordonner ou entrer parfois en conflit avec les savoirs qui sont développés par les chercheurs professionnels. Alors, ce sujet de la biodiversité, il est particulièrement important aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est évidemment un des paramètres du changement climatique qui est très discuté dans l'espace public, très discuté dans les communautés scientifiques, et qui aussi est un paramètre sensible. C'est-à-dire que c'est un des enjeux écologiques qui permet à chacune et à chacun d'entre nous de percevoir les impacts négatifs sur l'environnement. Et on a vu à l'occasion du confinement lié à la crise du Covid-19, bien entendu, un tas de personnes devenir extrêmement sensibles à la présence restaurée d'un certain nombre d'espèces animales, notamment les oiseaux, qui sont redevenus audibles, qui, dans un certain nombre d'études, ont été montrés comme ayant même modifié leur comportement de chant, dans certains cas, par rapport à la modification de l'environnement sonore auquel ces oiseaux étaient exposés. Donc, un certain nombre d'entre nous, ceux qui ont des jardins en particulier, mais aussi en ville, ont redécouvert la sauvagerie ou la sauvagerie adaptée dans nos contextes urbains. Et cela pose bien sûr la question de comment les sociétés humaines perçoivent de manière sensible le changement environnemental. Est-il suffisant que les scientifiques dans les universités ou les centres de recherche produisent des indicateurs quantitatifs sur ce qu'on nomme parfois de manière assez terrible l'érosion de la biodiversité ou la sixième extinction? Mais comment est-ce que finalement ce qui peut nous motiver à agir dans la transition écologique ou par rapport au changement environnemental, c'est précisément les affects que nous projetons sur nos environnements, les affects que nous projetons sur les espèces végétales et animales, qui peuvent nous pousser à faire, en tant qu'individus, en tant que communauté locale, à faire pression sur les autorités pour transformer un certain nombre de pratiques et de choix politiques qui impactent de manière négative cette biodiversité. Et puis, c'est clair que aussi, ce dont va nous parler Florian ce soir, relève de ce qu'on appelle souvent les sciences citoyennes ou les sciences participatives, qui sont un concept un peu à la mode dans le milieu scientifique, qui sont bien sûr un vecteur potentiel de transformation des rapports entre experts et laïcs dans le champ de l'écologie, mais aussi dans le champ de l'astronomie, dans le champ dans le champ de la biologie computationnelle, etc. Et qui sont bien sûr inscrites chaque fois dans des contextes territoriaux spécifiques, puisque le type de citoyens, le type de personnes qui vont s'investir dans ce type de travaux, qui sont des investissements qui remontent pour certains, bien sûr, on a déjà observé des groupes de scientifiques amateurs au XVIIIe, au XIXe siècle. Mais aujourd'hui, cela prend une nouvelle tournure et en fonction des différents contextes territoriaux, ces scientifiques au sens fort, c'est-à-dire ceux qui aiment les sciences ou qui aiment leur environnement, vont pouvoir avoir une action sur les décisions politiques et sur la production, bien sûr, des savoirs scientifiques qui concernent, en l'occurrence la biodiversité. Alors, je ne vais pas faire plus longtemps, je vais donner tout de suite la parole à Florian Charvolin pour qu'il nous parle justement de comment, dans cette crise mondiale de la biodiversité, la vigilance citoyenne, il s'agit bien de vigilance, hein, donc ça renvoie aussi à la question de la qualité, de quels capteurs posons-nous pour détecter ces modifications dans notre environnement quotidien, comment cette vigilance citoyenne intervenir dans le débat. Florian, je te laisse la parole.
Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Merci Alain pour cette introduction. J'ai moins de choses à dire maintenant que tu as introduit la chose sur les sciences participatives. Euh, donc je suis effectivement chercheur. Je voudrais ici peut-être signaler en 2 mots mes terrains de recherche. Donc, comme l'a mentionné Alain Kaufmann, il y a la biodiversité, la sociologie de la biodiversité à travers les sciences participatives. Et il y a aussi une autre question sur laquelle je travaille, qui est la pollution de l'air, toujours avec la même optique, c'est-à-dire de voir comment les citoyens se saisissent de la pollution de l'air. Donc, d'un côté, la biodiversité, de l'autre côté, la pollution de l'air. Et on va voir que ces questions posent le problème du numérique et de la nouvelle génération de fabrication de la donnée sur la biodiversité ou la pollution de l'air qui est liée aux applications smartphones notamment et aux bases de données numériques. Donc voilà, ça c'est un peu le point général. Alors, ce qui m'avait été proposé, c'est de travailler plutôt sur la question de la crise environnementale et donc de la biodiversité aujourd'hui. Du coup, j'ai saisi l'occasion pour faire en fait 2 choses à la fois, c'est-à-dire faire le rapport entre deux ouvrages que j'ai écrits, un coécrit avec Guillaume Olivier qui s'appelle La biodiversité entre sciences et politique sur le cas de l'IPBES, mais je vais y revenir. Et l'autre que j'ai écrit, c'est un petit livre que j'ai écrit en 2019 sur les sciences participatives au secours de la biodiversité. Donc, je vais essayer d'introduire ces questions en liant un peu ces 2 champs de recherche et j'espère que ça correspondra à ce qui était demandé pour la soirée. Voilà, donc vous devez voir. Donc, le sujet qui m'anime aujourd'hui, c'est la crise mondiale de la biodiversité, l'impensée occidentale de la vigilance citoyenne œuvrant à sa prise en compte. Donc, on va parler de biodiversité mondiale, mais aussi de rapport local à la nature. Et c'est un peu sur ce double aspect que je voudrais intervenir. Alors, en résumé, voilà le résumé de ma communication. Comme ça vous permet de voir où je vais. Donc, la plateforme intergouvernementale Sciences politiques pour la biodiversité et les services écosystémiques, qu'on appelle généralement l'IPBES, est née en 2013 d'un constat qu'il manquait au niveau mondial un organisme impartial et consacré à la connaissance de la biodiversité à la manière d'un GIEC pour le changement climatique. Donc, c'était ça l'un des soucis de la scène internationale et notamment de l'ONU, qui était de trouver un système pour fabriquer de la connaissance mondiale sur la biodiversité qui soit adossé à la Convention pour la diversité biologique, la CDB, dont l'organe de connaissance était considéré comme partisan, ou en tout cas trop faible. La garantie de la pertinence de l'IPBES reposait sur la scientificité de ses avis et le tribut donné aux connaissances profanes pour objectiver les données, les préconisations de l'IPBES se focalisait sur la nécessité d'intégrer les peuples indigènes des pays du Sud au travers de l'organisation internationale. On va y revenir. Dans les années de montage de l'IPBES, il demeure alors un point aveugle, la contribution des données amateurs à la connaissance de la biodiversité dans les pays occidentaux. Donc, on a bien vu la question indigène, on va dire, avec les pays du Sud, notamment adossé sur ce qui s'était fait avec la CDB, mais on ne voit pas la question des communautés de production de la donnée dans les pays occidentaux. Donc, la contribution des données amateurs à la connaissance de la biodiversité dans les pays occidentaux n'est pas reconnue. À travers l'analyse de cette donnée amateur sur la biodiversité en France, je me propose de restaurer la contribution citoyenne au diagnostic de crise, notamment des espèces communes. On va voir que la question des espèces communes se pose. Ainsi, quand on fait du quantitatif, on observe beaucoup de la nature ordinaire. Et donc, comment ce diagnostic de crise est au cœur de notre modernité occidentale. Il s'agit aussi d'interroger les ressorts de l'expertise de la biodiversité et son assise sur le déni de la contribution populaire à la connaissance au sein de nos sociétés.
Alors, ça, c'est le propos général, c'est le tour d'horizon de ce que je vais montrer dans cet exposé. Je vais y revenir progressivement, petit bout par petit bout, en commençant par peut-être rappeler, comme l'avait fait Alain Kaufmann, sur de quoi parle-t-on quand on parle de crise de la biodiversité. Donc, on peut parler de sixième extinction ou d'érosion de la biodiversité. Donc, si on retrouve dans la littérature sur Internet le fait qu'il y a 15 à 37% de la biodiversité qui disparaîtrait d'ici à 2050. Aujourd'hui, un mammifère sur 4, un oiseau sur 8, un tiers des amphibiens et 70% des plantes sont en danger. Donc, il y a plusieurs causes à ces dangers-là. Donc, cette connaissance qu'on a de la biodiversité vient en partie des travaux des scientifiques et notamment de l'émergence de ce terme. Ce terme de biodiversité est né dans les années 80, 85, 86, autour d'un congrès qui avait été inauguré par Howard Wilson, qui a fait un livre qui s'appelait Biodiversity dans fin des années 80. Et c'est l'un des premiers espaces où on va accoler bio et diversité. On parlait avant de diversité biologique, ça c'est un terme qu'on utilisait dans le langage courant. Maintenant, ça va devenir la biodiversité et ça va être défini comme tel, avec une définition qui est très lâche. La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants sur Terre, en distinguant donc trois catégories, sous-catégories de biodiversité. La biodiversité spécifique, donc des espèces de la nature, la biodiversité des écosystèmes, donc des cadres, des habitats des espèces, et la biodiversité génétique, c'est-à-dire le patrimoine génétique des espèces qu'on a sur la Terre. Voilà, alors quelques chiffres rapides, peut-être pour préciser la chose. En France, on estime qu'on a 97 000 espèces en métropole, 97 000 espèces différentes en métropole. Donc j'ai repris un propos du commissariat général au développement durable qui travaille sur ces questions-là. En France, on a l'Agence française de la biodiversité, l'Office français de la biodiversité, l'OFB, qui est né en 2020, qui a récupéré l'ONB et puis l'ONCFS, donc sur la chasse, donc, et qui s'occupe donc de faire l'inventaire de la biodiversité française et d'analyser les données qu'on connaît sur la biodiversité. Mais dans le texte du document du commissariat général au développement durable, on peut lire à ce jour 5073 espèces ont fait l'objet d'une évaluation, soit moins de 3% des espèces connues en France métropolitaine et ultramarine. Il y a beaucoup d'espèces qui sont ultramarines, il y a 80 000 espèces ultramarines. La proportion d'espèces éteintes ou classées dans la catégorie en danger critique, en danger vulnérable de cette liste permet de suivre l'évolution des degrés de menace pesant sur les espèces. En l'état actuel des connaissances, 26% des espèces évaluées présentent aujourd'hui un risque de disparition au niveau français. Ce risque est nettement plus élevé dans les outre-mer par rapport à la métropole. Donc, en sachant que le territoire ultramarin français est très très large, on a un grand trait de côte en fait. Quand on met toutes les îles françaises outre-mer, il y a un grand trait de côte qui correspond à la France. Donc la question que je vais me poser à partir de cette crise donc de la biodiversité, de cette sixième extinction là, de nombre d'espèces qui s'éteignent rapidement depuis le début du siècle, c'est comment sont produits ces chiffres sur le terrain. C'est là où rentre en jeu un élément important de la production mondiale de données sur la biodiversité, c'est l'IPBES. Alors, l'IPBES, nous, on l'a étudié avec Guillaume Olivier sur les années de formation de l'IPBES, puisqu'on a participé à une ANR sur la question dans les années 2010 à 2012. Et l'IPBES est créé officiellement en deux temps. Un premier temps à Pusan en 2012 et ensuite confirmé par l'Assemblée générale des Nations unies et mise en place à Panama en 2012. Pusan, c'est 2010, pardon. Donc, qu'est-ce que c'est que l'IPBES? C'est l'Intergovernmental Science/Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Donc, c'est un organisme indépendant et intergouvernemental des Nations unies
qui regroupe des États pour faciliter l'interface entre sciences et politique en matière de biodiversité et de services écosystémiques. Et donc, qui travaille sur la conservation et la soutenabilité de l'utilisation soutenable de la biodiversité. Donc, je le disais, nous, on l'a étudié de 2010 à 2012, donc il était en gestation, et on en a fait un peu une étude où on montre que le travail de mise en relation de l'IPBES, qui va permettre son adoubement par l'ONU, par l'UNEP, notamment le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est à Nairobi. Et donc, cette base de données, cet espace de documentaire, on va dire, de l'IPBES, qui va être ensuite, dont on va trouver un siège, on ne le connaissait pas avant 2010, et ce siège va être à Bonn, en Allemagne. Mais tout ce travail donc, de création d'un espace d'argumentation, de discours, de documents au niveau mondial sur la biodiversité et les services écosystémiques se met en place assez tardivement, donc en 2010-2012. Alors nous, on l'a étudié du point de vue de ce qu'il est être une institution onusienne, donc avec un système de traçabilité des documents qui est très important pour comprendre comment évolue le discours sur la biodiversité et les services écosystémiques au niveau mondial. Donc c'est à travers une analyse documentaire qu'on a travaillé et ethnographique, donc de ces grands-messes que représentent les sessions de l'IPBES. Alors il y a eu plusieurs sessions préalables à sa création. Il y en a eu 4 ou 5 dans différents pays d'Amérique du Sud à la Corée. Et donc, c'est ce que le terme de plateforme a été retenu parce qu'il était relativement neutre pour décliner cet espace documentaire de circulation et de production de la donnée. Voilà, donc je ne reviens pas sur l'historique. Donc, Pusan, c'est 2010, c'est juin 2010, en pleine Coupe du Monde en Corée, gagnée par les Espagnols, d'ailleurs. Et j'en viens donc à la question donc de la communauté qui crée les données qui vont être utilisées par l'IPBES, qui sont les petites mains de l'IPBES dans les États pour fabriquer de la donnée sur le sujet. Donc la question des petites mains de fabrication de la donnée, c'est la question des communautés. Et cette question des communautés, elle est assez précisément définie par l'IPBES. Alors, j'ai retrouvé un document, donc IPBES, alors les documents de l'ONU sont numérotés avec une codification particulière, mais qui permet de les retrouver. Ils sont disponibles sur le net. Donc, celui dont je vous parle, c'est l'IPBES/7/INF/8, qui est le document du 12 mars 2019 sur cette question donc de quelles sont les communautés qui fabriquent la donnée naturaliste qui va ensuite être centralisée, dispatchée, étudiée par l'IPBES. Et donc, voilà ce qu'on trouve dans la synthèse du rapport de l'IPBES, le premier rapport de l'IPBES le 6 mai 2019. Quand on s'intéresse aux communautés locales, eh bien, on trouve l'opposition classique en sciences entre la donnée universelle, celle des sciences, des vraies, les patentées, les estampillés, et puis la question des communautés locales. Et on va voir que la question des communautés locales, elle est uniquement saisie, et j'ai vérifié dans les documents actuels, c'est le cas aussi maintenant, j'ai l'impression. C'était le cas en 2010-2012, et puisqu'on n'a eu qu'une référence, dans 5600 pages qu'on a lues, il n'y a qu'une référence à la question des amateurs. Tout le reste est versé du côté des communautés locales, qui sont des communautés bien sûr indigènes, c'est les communautés du Sud. Donc je vous ai reproduit un extrait du texte de la synthèse du rapport de l'IPBES du 6 mai 2019, où il est dit « Les peuples autochtones, les communautés locales et la nature ». Au moins un quart de la superficie terrestre mondiale est détenue traditionnellement, gérée, exploitée et occupée par les peuples autochtones.
Ces zones comprennent environ 35% des aires protégées et environ 35% de ces terres n'ont jusqu'ici que très peu d'intervention humaine. La nature gérée par les peuples autochtones et les communautés locales subit une pression croissante, mais se dégrade en général moins rapidement que dans les autres territoires. Toutefois, 72% des indicateurs locaux développés et utilisés par les peuples autochtones et les communautés locales font état de la détérioration de la nature et des contributions apportées par la nature aux populations qui sous-tendent les moyens de subsistance locaux. Les régions du monde qui devraient subir des effets négatifs importants en matière de changement climatique, de perte de biodiversité, des fonctions des écosystèmes et des contributions apportées par la nature aux populations, sont également des zones dans lesquelles habitent de grandes concentrations de peuples autochtones et la plupart des communautés les plus pauvres du monde. Donc on voit, voilà qui est planté, le décor est planté. Quand on parle de communautés locales à l'IPBES, on parle d'indigènes, on parle des peuples du Sud, on parle des populations pauvres et liées à des cosmologies locales, et du coup à la question de comment faire avec des cosmologies locales quand on a une science patentée comme la taxonomie ou la biologie des populations qui a une prétention à l'universalité. Donc on est vraiment sur ce cas de figure de composition de modes de connaissances différentes entre des peuples indigènes et puis l'IPES, les peuples occidentaux. Alors, je voudrais basculer sur un autre versant de cette question, qui donc est ce que j'appelle l'impensé de la vigilance citoyenne, puisque on ne pose pas la question des communautés locales dans les sociétés occidentales au sein de l'IPES. Et donc, il y a une autre façon de voir qui a été bien mise en exergue et a bien été analysée par des écologues français du Muséum d'histoire naturelle dans un article de 2010 où je cite le résumé. According to the Convention on Biological Diversity, states have to provide indicators in order to assess the performance of their initiative for halting the loss of biodiversity. 16 headlights indicators have been identified for monitoring the CBD targets. Of these indicators, only one, trends in the abundance and distribution of selected species, is direct headline indicators of non-exploited biodiversity. In France, the implementation of the indicator is completely dependent on data collected by volunteers. Donc, arrive cette notion donc, qui a été étudiée dans ce texte de 2010 des volontaires. Les volontaires, donc les amateurs, et plus particulier les volontaires au sens américain du terme et anglais du terme. Donc, on a difficilement ce terme, les militants, les volontaires, les amateurs, difficile de traduire volontaire en français. Donc cet article fait le décompte en fait en termes monétaires de la pression d'observation par les amateurs qui ne sont pas financés par des institutions publiques ou privées et qui, sur leur temps libre, observent la nature et donc reportent un certain nombre d'informations auprès des centres qui collectent de la donnée. Et donc, ça se chiffre en millions d'euros pour si on essaie de chiffrer cette pression d'observation amateur. Alors, par exemple, dans l'article, il dit que 28,3% seulement du monitoring de la biodiversité dans ce cadre de la CDB est assuré par les professionnels. Donc, 28%, ça veut dire qu'il y a plus de 60% qui est assuré par les amateurs. Et effectivement, cette dimension-là, elle n'est absolument pas vue par l'IPBES et par une partie de la communauté internationale qui s'occupe de biodiversité. Donc, c'est un peu là-dessus que je voudrais déboucher pour faire le pont entre ce qu'on a travaillé sur l'IPBES et puis ce que j'ai essayé de développer sur les sciences participatives. C'est ce moment charnière où il faudrait prendre en considération le fait que dans les sciences à vocation universelle à l'occidental, eh bien, il y a beaucoup de gens qui participent et qui ne sont pas professionnels. Donc, qu'est-ce que ça implique, ce type de constat pour la donnée mondiale de la biodiversité et l'érosion de la biodiversité?
Alors, je donne quelques mesures de volontaires qui permettent le monitoring de l'érosion de la biodiversité. La question des hirondelles, par exemple, le fait que les hirondelles des fenêtres aient diminué depuis les années 2010 de 30%, cette donnée-là, qui est évidemment une donnée importante sur l'érosion de la biodiversité et sur la dynamique des populations déclinantes, cette donnée-là est due au programme STOC, Suivi temporel des oiseaux communs, EPS pour échantillonnage ponctuel simple, donc qui est un programme de sciences participatives qui existe depuis 1989 et qui va fournir des chiffres en permanence sur les oiseaux communs. Alors, c'était un programme qui, au départ, depuis très longtemps existait, mais par capture des oiseaux et bagage. Donc, il faut avoir une autorisation spéciale pour capturer et baguer les oiseaux. Mais là, depuis 1989, s'est ouvert un espace de recherche et de collecte de l'information, non plus par bagage, mais par observation et écoute des espèces communes. Donc, on voit ici l'importance de ces sciences participatives françaises et européennes et nord-américaines sur la connaissance de l'érosion de la biodiversité. Alors, c'est surtout à partir du tournant des années 90, dans les milieux naturalistes, que va être mis en place ce réseau d'amateurs qui vont être progressivement interopérabilisés par des manières de composer l'information qui va être naturaliste, qui va être relativement standardisée, même si elle n'est pas totalement standardisée. Ça dépend beaucoup des initiatives locales. Mais à partir des années 90, on voit se mailler le territoire avec le développement de ce qu'on appelle les sciences participatives. Et donc, les sciences participatives, pourquoi ? Bien parce qu'on s'aperçoit que les scientifiques sont très, très précis sur un certain nombre d'espèces rares ou des espèces préoccupantes, mais ils connaissent très peu la masse des espèces qui composent le territoire national et ce qu'on appelle le patrimoine naturel en France. Et donc, il fallait un outil de massification de la donnée qui va être mise en place par des initiatives locales. Et le fait de rapporter des initiatives locales à un certain nombre de programmes qui vont les fédérer autour de la nature ordinaire, c'est-à-dire que cette masse de données, en fait, ça correspond à la nature ordinaire, celle qu'on voit tous les jours, les moineaux domestiques, les mésanges charbonnières, etc., pour parler de la vie faune. Donc, ces données-là vont être collectées et en France, il y a un centre de collecte d'information nationale qui est l'INPN, l'Inventaire national du patrimoine naturel, qui collecte toutes ces informations avec des sites comme Nature France qui existent sur le net, où on collecte toutes ces informations. Donc voilà, je suis en train de prendre beaucoup de temps, donc je vais accélérer. Pour vous parler un peu de ces sciences participatives, alors en 2019, ça représentait 69 000 contributeurs en France. Et ça, donc, les sciences participatives sont liées à des programmes, à des protocoles de collecte de l'information. Et ces protocoles sont liés à des programmes scientifiques, soit définis par des associations naturalistes, soit définis par des laboratoires. C'est essentiellement les deux sources de définition des protocoles. Et en France, en 2019, on comptait 153 programmes. Et tous ces programmes sont répertoriés sur un site de Nature France qui s'appelle Open. Open Sciences Participatives, qui les catégorise par région, par thème, par espèce, par niveau, par mots-clés, etc. Donc, vous pouvez aller sur Open et vous allez trouver une liste de sciences participatives, de programmes de sciences participatives qui existent. Et avant de faire le tour un peu de quelques programmes, je vous présente en gros rapidement qu'est-ce que c'est qu'une science participative. Celle qui nous intéresse, il y a des sciences participatives en chambre. Par exemple, les herbiers, pour numériser des herbiers, on a recours à des bénévoles qui numérisent, on leur envoie des scans d'herbiers et ils déchiffrent les personnes qui ont fait les herbiers au XVIIIe siècle, par exemple, et le nom latin. Donc, il y a tout un travail qui est fait en chambre.
Mais là, je ne vous parlerai pas de ce travail-là, je vous parlerai du travail qui est fait dans la nature, c'est-à-dire en sortie nature, avec un schéma d'opération des sciences participatives qui est relativement simple. On commence par les espèces qu'on observe dans la nature. Donc là, j'ai pris des plantes, mais ça peut être des oiseaux, ça peut être des coléoptères, ça peut être des abeilles, ça peut être des mammifères, etc. Et donc la première étape, ça va être de reconnaître les espèces. Donc ça, c'est l'amateur qui se promène dans la nature. Et sa première action, ça va être de reconnaître l'espèce ou de la photographier, par exemple, quitte à la reconnaître après. Et deuxième étape qui est importante dans cette activité, c'est le signalement. Donc, c'est-à-dire de retour chez soi, ou si on a une application smartphone comme Naturalist, on peut le faire directement en pleine nature. On signale l'espèce qu'on a observée. Donc, soit on fait des photos, soit on donne le nom de l'espèce avec une fiche signalétique généralement simple, avec le nom de l'espèce, la date de l'observation, le nom de l'observateur et le lieu. La coordonnée GPS, normalement. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape, c'est le signalement. Et la troisième étape, eh bien, derrière les ordinateurs, l'information circule vers des bases de données qui sont généralement opérées par des associatifs naturalistes ou des laboratoires scientifiques qui vont traiter la donnée, la synthétiser, l'interopérabiliser, en faire des tableaux, des cartes, etc. Et toutes ces données-là, synthétisées, cartographiées, etc., vont retourner soit auprès des amateurs qui les ont observés sur des sites Internet interactifs, soit auprès des pouvoirs publics, comme les DREAL, qui demandent généralement des inventaires régulièrement sur des espaces qu'ils ont à gérer, voire les inventaires, les atlas de la biodiversité communale, comme les ABC. Et puis, ça va bien sûr vers des chercheurs qui vont pouvoir utiliser la donnée pour faire des articles scientifiques. Et ça va aussi vers les bureaux d'études. Ça, c'est l'un des problèmes de l'open data, c'est que l'information va circuler aussi vers des gens qui vont se faire de l'argent à partir de la donnée gratuite, pour la présenter auprès de bailleurs de fonds et donc se financer sur le dos de la bête. Donc voilà en gros le système de sciences participatives. Alors, je vous donne quelques exemples de protocoles. L'INPN, on a un qui s'appelle Espèces. Il y a des protocoles plus ou moins liés à des espèces ou à des éléments de santé. Donc, je vous ai parlé de STOC, le suivi temporel des oiseaux communs, par point d'écoute, qui consiste donc à partir sur le terrain, sur des maillages de territoire, de faire des transects sur un cadre, un maillage de territoire, je crois, de 5 km de côté ou 2 km de côté, et de faire 10 points d'écoute. Donc, à chaque point d'écoute, on s'arrête 5 minutes, on écoute les oiseaux qu'on entend, on les note, et on va d'un point d'écoute à un autre. Biolite, que je connais mieux, qui est un programme qui s'appelle Biodiversité littorale, algues brunes et bigorneaux, autrement dit, qui est un programme qui consiste à aller sur l'estran rocheux. Donc, l'estran rocheux, c'est la partie émergée de la côte qui est émergée à marée basse et immergée à marée haute. Donc, cette partie rocheuse qu'on trouve à partir du nord de la France jusqu'à La Rochelle, puis au sud du côté de Biarritz. Donc, l'idée, c'est d'aller se promener sur l'estran rocheux avec un cadre, donc un petit carré de 0,1 mètre carré qu'on lance au hasard sur l'estran, et on observe tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadre, donc les algues, le couvert algal, le type d'algues, et puis les bigorneaux qu'on trouve sur les algues, en les identifiant. Donc ça, c'est le programme Biolite. STERF, c'est le suivi temporel des Rhophalocères de France, donc c'est les papillons de jour. Donc là, c'est pareil, on fait un transect sur un certain nombre d'espaces et on va compter les papillons qui rentrent dans une sorte de bulle de 1 mètre cube autour de soi. Donc on délimite comme ça approximativement 1 mètre cube autour de soi et on va compter tous les papillons qui passent dans ce mètre cube. Alors, on va les compter et les répertorier. Donc je passe sur Speedpol. Speedpol, c'est un suivi des pollinisateurs, suivi photographique des pollinisateurs. Donc, il y a des insectes pollinisateurs qui consistent à photographier sur
sur une plante qu'on choisit au départ, tout ce qui se pose sur cette plante pendant, je crois, 10 minutes ou 20 minutes. Photographier, ensuite traiter les photographies, les mettre au format et donner les espèces qu'on a regardées. Donc voilà, ça c'est un exemple d'une panoplie d'espèces, de protocoles qui existent. Donc il y en a 153 en France et on ne les a pas tous comptés. Et donc quand on parle de communauté, locales d'observateurs, donc on voit que la France est riche de communautés locales, contrairement à ce que dit IPBES. Il ne faut pas seulement les chercher chez les indigènes du Sud, il faut regarder aussi chez soi les communautés qu'on a. Et ces communautés, si on fait l'historique de ces communautés, elles ont plusieurs origines. D'abord, il y a bien sûr au XVIIIe siècle et même avant les communautés locales lettrées. Donc, l'invention des sociétés savantes, par exemple les sociétés linnéennes qui existent encore à l'heure actuelle. Beaucoup de sociétés savantes en entomologie, en ornithologie ont existé depuis le XVIIIe siècle. Et ce sont des grands pourvoyeurs de données naturalistes. Mais il y avait aussi les curés, avec ce qu'on appelait les jardins de curés, qui faisaient de la botanique bien avant l'heure, avec de l'herboristerie aussi. Donc qui étaient des pourvoyeurs aussi de données notamment botaniques sur l'état de la France. Bien sûr, au XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait les cabinets de curiosité des bourgeois. Donc, je vous ai mis une photo à gauche. C'est vraiment un endroit où on collectionne à la fois l'antiquaire, les espèces empaillées, les espèces dans des vitrines, etc. Donc, c'était un peu l'acte du collectionneur qui est une des origines aussi lettré de cet engouement pour la collecte des informations naturalistes. Et puis, bien sûr, les plus connus et les plus importants, c'est les correspondants du Jardin du Roi, puis du Muséum national d'histoire naturelle. Donc, le Jardin du Roi, avant 1789, avait donc on pense à Buffon, par exemple, ou en Angleterre, à Banks. C'était des grands pourvoyeurs de faveurs auprès de correspondants qui partaient dans les pays exotiques pour récolter des informations et des spécimens sur les espèces qui existaient dans les pays du Sud ou dans les pays africains ou nord-américains, pour les envoyer ensuite par bateau au muséum qui les traitait, les répertoriait et en faisait des collections. Donc ça, c'est la partie connue, on va dire, de l'origine des collecteurs naturalistes de la donnée. Mais donc cette communauté, c'est la communauté qui a laissé des traces archivistiques importantes. Et donc, on l'a très bien connue, les historiens des sciences la connaissent bien et en ont montré l'importance. Maintenant, il y a une autre communauté qui est beaucoup moins connue, des communautés qui sont beaucoup moins connues, et c'est sur celle-là que je veux insister, parce que ce sont ces communautés qui, actuellement, dans l'espace français, correspondent à des collectifs amateurs profanes, on va dire, qui font de la donnée naturaliste, comme on fait de la prose à la petite semaine en allant se promener le dimanche. Eh bien, ces communautés, en fait, elles sont passées à la trappe de la connaissance historique des historiens des sciences pendant longtemps, parce que tout simplement, elles n'ont pas laissé d'archives. Il n'y a pas d'archives des communautés locales non lettrées, à part lorsque des historiens des sciences tombent sur des pépites, comme c'est le cas de Hans Secord, donc qui est la personne qui a travaillé sur la bryologie au XVIIIe siècle en Angleterre, et qui est tombé sur des manuels de tisserands, donc des tisserands qui se réunissaient dans les pubs, et au dos des manuels, il y avait toute une connaissance des mousses. Dans la bryologie, c'est l'étude des mousses, et pour connaître les mousses, il faut être extrêmement précis et minutieux. Tout se passe dans le détail de la mousse. Et donc, ces communautés de tisserands qui avaient un métier extrêmement précis sur la trame du métier à tisser, se retrouvaient dans les pubs et échangeaient sur la science des mousses. Et donc, il y a toute une communauté bryologue qui s'est développée dans les pubs, donc dans des lieux populaires, sur la bryologie. Et en fait, on peut faire la même chose au niveau de la connaissance
de la connaissance actuelle, par exemple, de la botanique. Moi, on a une maison en Ardèche, et en Ardèche, il y a des collègues qui font des sorties nature, bota, le week-end, comme ça, pour observer un peu la nature. Et ce ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup d'exemples où des photographes, par exemple, animaliers, se réunissent le week-end entre eux pour aller faire de la photo animalière tranquillement. Et ces gens ne sont pas forcément liés à des sciences participatives, mais par contre, représentent le terreau dans lequel vont piocher les sciences participatives, et les protocoles qui incitent à faire que ces données que les personnes font à titre de loisir puissent aussi servir au niveau national. Alors, je vais accélérer peut-être dans les temps, je pense. Un exemple de particulièrement important de sciences participatives et plus généralement d'une inclusion de ces communautés dont je viens de parler dans un réseau qui permet de se fédérer la donnée, bien c'est l'exemple de Faune France. Alors Faune France, c'est une initiative donc, qui est liée à l'Internet et à la disponibilité de bases de données sur le cloud pour observer tous les taxons de la faune. Donc, ça va des poissons aux hyménoptères en passant par les batraciens, les mammifères, les oiseaux, etc. Donc, c'était ça l'idée de Faune France, qui est née en 2017. C'était d'interopérabiliser les bases de données qui existaient sur le sujet, qui étaient très, très locales, avec des logiciels qui n'étaient pas forcément compatibles. Et donc, il y a un logiciel qui se développe à partir des années 2017, c'est 2015 même, c'est Biolovision, qui est un logiciel suisse d'ailleurs, mais de Genève, qui va essaimer en France avec des régions notamment de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, qui vont l'adapter à leur système français. Et donc, en 2017, la LPO nationale et une cinquantaine d'autres associations se réunissent autour de la table et décident d'interopérabiliser ces bases de données et donc d'étendre le logiciel Biolovision à toute la France. Donc, en 2018, les personnes actives qui contribuent à Faune France sur ces différents portails numériques sont au nombre de 25 000 actifs. Apparemment, il y en a plus de 50 000 en 2020. En 2018, il y avait une dizaine de millions de données sur la faune qui existaient, et puis une base de données de 1 500 000 photographies. Donc, c'est une énorme base de données, c'est la plus grosse base de données numérique sur la faune française, avec des interfaces de saisie. Donc, ça vient de l'histoire de Faune France, puisqu'il y a eu d'abord des portails locaux, régionaux, et donc une interface de saisie qui est un peu complexe, avec un système national Faune France, mais qui ne recueille que quelques données, qui est ouvert à tout taxon, et puis beaucoup de portails locaux qui sont interopérabilisés, faune Ardèche, faune PACA, etc., sur tout le territoire national. Et puis donc un nouvel outil qui existe depuis 2016-2017, qui est l'application Naturalist, qui sert donc à fédérer, de portails uniques sur son smartphone pour rentrer de la donnée numérique et donc la rentrer directement en sautant la phase signalement sur Internet, puisque cette information, on la rentre directement sur le smartphone en temps réel dans la nature. Alors, Faune France, on l'a étudié avec des collègues géographes et une collègue statisticienne du centre Max Weber et du centre de l'UMR EVS, donc Environnement Ville Société de Saint-Étienne et de Lyon. Et on a étudié la base pleine donc de l'ensemble des 1 500 000 données, des 10 millions de données Faune France qu'on a collectées avec des informations relativement succinctes, mais sur la localisation des personnes, sur le taxon qui était observé, donc amphibiens, mammifères, odonates, oiseaux, orthoptères, papillons de jour, papillons de nuit, reptiles.
et puis sur la période d'observation. Donc, quand est-ce qu'ils observent, quand est-ce qu'ils soumettent des observations dans le temps. On en a sorti 7 courbes qui correspondent à des profils très différents, notamment sur le nombre d'espèces taxons différents observés, sur la périodicité. Par exemple, la courbe C5 que vous voyez, elle est périodique au niveau du mois de janvier. C'est essentiellement des gens qui n'observent qu'en janvier, février. Donc, ça correspond à l'opération au réseau des jardins qui est renouvelée tous les ans à cette période-là. Donc, ça correspond à une communauté. Si vous prenez la courbe C1, on voit qu'il y a du rouge, de l'orange et du vert, c'est-à-dire que c'est des gens qui observent pluritaxons. Et puis, vous avez des courbes où il y a beaucoup d'observations, donc en quantité, ce sont des courbes assez élevées, et toute l'année. Et donc, ce qu'il faut dire là, à partir de cette courbe, c'est qu'il y a 5% des personnes qui observent 64% des données. Donc, il y a très peu, il y a un groupe d'experts, on va dire, qui est le groupe C7, qui, si on le cumule au groupe observatoire des oiseaux consignateurs de rareté et observateurs réguliers, ça fait plus de 70% des données, voire 80% des données, qui sont relevées par 5-10% des personnes. Et ça, on remarque que ça, c'est une donnée générale de tout ce qui est, non pas seulement naturaliste sur Internet, mais de tout ce qui est base de données sur Internet. On a cette proportion qui est généralement appelée la 90-10, c'est-à-dire qu'il y a 90% des données qui sont remontées par 10% des personnes. Ça voit sur Wikipédia, etc. Dernière chose sur ce profil oiseau des jardins, donc ça correspond à 37% des personnes, donc c'est le profil C5, et c'est 3,5% des données, donc ça fait beaucoup de personnes qui observent très peu en fait en quantité sur la base. Alors, si on regarde maintenant, on a fait une enquête à partir de ces données de base pleine, donc on a retraité, on a fait une enquête par questionnaire, on a obtenu 1469 questionnaires, 1489 questionnaires remplis sur un échantillon représentatif de 5000 personnes sondées. Donc, c'était un échantillon représentatif. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'inactifs dans les personnes qui observent. Très peu d'ouvriers, très peu d'agriculteurs, et puis beaucoup de cadres et professions intellectuelles supérieures. Donc, ce sont des gens plutôt lettrés, plutôt des gens qui ont le temps. Et ce sont des gens qui observent dans le cadre de leurs loisirs et aussi dans le cadre professionnel. Donc ça, c'est la deuxième information qui est importante. C'est qu'on a des gens qui observent, qui sont pour 22% qui observent dans le milieu professionnel, qui débordent leur observation vers le milieu familial ou en vacances, etc. Mais ce sont des gens qui sont, pour un certain nombre des professionnels, et la majorité des informations qui sont produites par la base Faune France sont des informations qui sont d'origine professionnelle. Mais là encore, des professionnels qui observent partout temps, dans toute considération familiale ou autre. Et donc, ce qu'on arrive à décliner à partir de ces données-là, c'est qu'on a une professionnalisation des bases de données, une économie de la donnée qui devient de plus en plus professionnelle, y compris pour des amateurs à qui on demande, avec les protocoles de sciences participatives, d'être de plus en plus sérieux sur leurs données, de faire des observations de liste, par exemple, c'est-à-dire d'observer non pas une espèce, mais toutes les espèces qu'ils voient en même temps. Bref, tout un travail sur cette professionnalité qui tire du côté d'une mutation du marché de la donnée. Donc voilà, en gros, rapidement dresser un panorama des communautés locales françaises d'observation de la donnée qui dénotent avec ce qui est dit dans l'IPBES. Et en conclusion, je terminerai là-dessus, donc ça me fait 40 minutes. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire en conclusion? Plusieurs notions. D'abord, rapatrier chez nous l'accent mis sur les communautés locales pour la mesure de la crise de la biodiversité. Donc, il ne s'agit pas de montrer les communautés locales uniquement chez les personnes, chez les communautés indigènes, mais il y en a bien chez nous et elles fabriquent de la donnée. Mais alors, si on fait ça, eh bien, il va falloir passer de la frontière entre eux, les peuples autochtones, et nous, les mondes occidentaux,
pour caractériser le savoir scientifique, à une frontière intérieure au monde occidental. C'est un peu ce que dit Kohler, donc un historien des sciences qui a travaillé sur la biodiversité. Il parle de frontières intérieures pour parler des amateurs naturalistes nord-américains au début du XXe siècle. Donc, il faut trouver autre chose que des distinctions a priori de nature entre la donnée scientifique et la donnée profane. Remettre en cause les raisons liées à la rationalité, à l'esprit scientifique, à la rupture avec le sens commun qui définit la position d'exception du scientifique, pour voir la part des communautés locales, y compris chez nous, puisque c'est eux qui fournissent la majorité de la donnée. Aussi, il faut faire surfacer la richesse des savoirs issus des communautés locales en Europe et dans le monde occidental. Il faut ensuite associer les motifs de connaissances et d'action autour des préoccupations par rapport à la crise de la biodiversité, partagée par le souci populaire de la nature. Donc, c'est bien mettre en valeur ce qu'a très bien décrit Alain Kaufmann, c'est-à-dire comment on associe, bien sûr, un effort de connaissance, une curiosité de connaissance, mais aussi un effort d'action qui va aller plutôt du côté de la conservation de la nature, et comment, en travaillant sur le souci populaire de la nature, on obtient ces deux rênes de la connaissance de la nature. Et enfin, voir dans le protocole des sciences participatives des façons pragmatiques d'aligner des motivations diverses pour assurer quand même une orthodoxie de la donnée produite. Il ne s'agit pas de produire n'importe quelle donnée, mais les sciences participatives produisent une donnée qu'on peut dire qui a une certaine orthodoxie, pour ne pas dire rigueur scientifique, une certaine orthodoxie qui vient à l'alignement des pratiques grâce à la mise en place de protocoles relativement sérieux de production de la donnée. Voilà, et je termine avec quelques références livresques si vous voulez aller plus loin. Je vous remercie, j'ai fini.